Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Trophées de l'été. Au programme, vous le savez, il suffit de cliquer sur le pouce en l'air pour sélectionner l'invité que vous préférez. Il sera reçu ensuite par Martial Bild, qui est à mes côtés, qui va nous dire le nom du nommé du jour. Oui, c'est une dédicace spéciale Jean-Luc. L'invité du jour, c'est Papacito. El Famoso. El Famoso Papacito. Vous venez pour votre nouvel ouvrage aux éditions Ring, Le crépuscule des titans, avec cet avertissement. Les événements historiques qui déferlent sous vos yeux sont d'une violence à faire passer les vidéos de l'État islamique pour un épisode de Camping Paradis. Voilà, les événements historiques concernent bien évidemment, pas bien évidemment, on l'apprend à travers cet ouvrage, le Moyen-Âge. Les musées sont vides de petits Français. C'est pour ça que je suis en colère contre eux, parce que c'est leur histoire. Les Anglais, quand ils font du film sur leur histoire, les Américains, on leur reproche de se donner le beau rôle, mais c'est à nous de faire la promotion de notre histoire. Et elle est richissime. Et pourtant, les jeunes Français, alors je pense que c'est pas de leur faute, je pense que l'éducation nationale a tout fait pour les dégoûter de ça, mais malheureusement ne sont pas au rendez-vous pour aller honorer leur histoire, quoi. Même dans leur comportement. Et c'est pour ça que je m'adresse à eux. Si vous voulez, si vous avez un enfant qui traîne dans la rue, c'est à lui que vous allez mettre une claque, pas au mec qui lui a vendu ses cigarettes ou son shit. Bon. Donc moi, je considère que c'est ma famille, c'est eux que je vais voir et c'est eux que j'essaie de rebuer. Les autres, c'est pas mon problème. D'accord. Alors, votre programme, c'est pourquoi vous voulez leur enseigner l'histoire du Moyen-Âge. Vous n'êtes pas prof, vous n'êtes pas historien. Mais justement, du coup, j'ai pas pu être acheté, par définition. Donc, j'ai pas de compte à rendre à l'inspection académique. Donc ça, déjà, vous savez, c'est deux chaînes énormes qui tombent. Et en fait, j'aborde ce qui n'est pas abordé à l'école ou ce qui est abordé très... Moi, je me rappelle, quand j'ouvrais les croisades, il y avait un médecin arabe en disant qu'on ne se lave pas. Et puis à côté, il y avait donc les routes maritimes. On s'en fout, on veut Antioche, on veut Jérusalem, on veut la bagarre. Donc les gosses, je leur amène la bagarre. Voilà, les gosses, les lycéens, voilà, pour qu'ils aient envie et qu'ils soient contents d'être français. D'accord, la bagarre. L'esthétique morale qu'on a aujourd'hui, c'est l'esthétique des Lumières. Et on a complètement, ce qui est, pour certaines choses, c'est bien, vous voyez, pour l'humanisme, tout ça, c'est très bien. Mais moi, j'espère qu'on va pouvoir remettre là-dedans une esthétique médiévale. Donc, comme d'habitude, comme on est dans l'extrême de quelque chose, j'amène l'extrême de quelque chose d'autre pour qu'on tombe dans un milieu. Quelqu'un qui lit mon livre, bien entendu, qui ne va pas se dire à la lettre qu'il faut appliquer ça. Mais il va prendre son héritage de l'éducation nationale, il va le confronter à ce que je lui amène, et puis il va en ressortir quelque chose qui devrait être un juste milieu. Et c'est ça que j'essaie de générer avec ce livre. Que chantez-vous sous la douche? Alors, je chante pas sous la douche. Non. Je me douche. Oui. Parce que j'ai un chauffage au fioul, figurez-vous. Et du coup, je tanne ma femme pour qu'elle fasse vite. Donc moi, j'essaie de donner l'exemple. Donc je chante pas. Je sors de la douche. Et de toute façon, je chante beaucoup trop mal pour chanter quoi que ce soit. D'accord. Alors, en dehors de la douche, est-ce que ça vous arrive de chanter quand même? Oui, tout à fait. J'essaie de chanter de temps en temps des chants sécantos, par exemple, chants occitans. Mais je retiens pas les paroles, c'est terrible. Et ça donne quoi? Mais justement, je retiens pas les paroles, donc c'est terrible. Je ne peux pas chanter devant vous. Mais j'essaye, je m'entraîne dans le secret espoir de rencontrer Jean Lassalle et de pouvoir l'entonner avec lui. Ah, ça c'est bien. Cyrano de Bergerac, d'Edmond de Rostand, c'est ce qui a bercé mon enfance, mon adolescence. Et puis je le relis régulièrement. Pour moi, c'est le héros auquel je veux le plus ressembler. Gérard Depardieu dans le rôle? Alors, Gérard Depardieu, c'est autre chose. Voilà. Et puis après, il y a Cyrano de Bergerac. Il est très bon dans le rôle, pas de problème, mais vraiment, c'est Cyrano au-delà de Gérard. D'accord. Cyrano. Mais pourquoi Cyrano? Cyrano, c'est un mec du Sud-Ouest qui monte à Paris et qui punchline non-stop. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Et puis qui secoue un peu le cocotier. Donc moi, ça me régale. D'accord. On poursuit. La personnalité avec qui vous aimeriez dîner? Avec Duterte, le président des Philippines. Je pense qu'il a beaucoup de conseils à nous donner. Je trouve qu'il a une gestion du problème de la drogue qui est très adaptée. Oui, merci. Et j'ai l'impression que c'est simple, mais j'aimerais l'entendre me le dire et que c'est bon. Donc j'aimerais beaucoup le rencontrer, ça me ferait très plaisir. J'ai toujours aimé en plus les humanistes qui ont à cœur de sauvegarder leur peuple. Donc j'aimerais vraiment rencontrer un vrai humaniste. Donc ça me ferait plaisir de rencontrer Rodrigo Duterte. Mais c'est sincère, hein,
Oui, je ne m'attendais pas à cela, mais pourquoi pas. Mais il est quand même considéré comme un peu excessif. Mais considéré par excessif par Yann Barthès. Sans Edmond Rostand, hein, non, sans Edmond Rostand. Je pense que je serai le Coran. Parce qu'en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, la gauche, vous êtes inattaquable. Donc c'est quand même un truc qui est phénoménal. En plus, je serai best-seller en France. Je serai distribué à la fac, à la Fnac, pardon, et à la fac aussi d'ailleurs. Actuellement, ben voilà, Crépuscule et Titans n'est pas trouvable à la Fnac, alors que le Coran l'est. Et donc je trouve que c'est un super privilège. Donc j'aimerais vraiment être ce livre. Haine des policiers. L'escalade. Les forces de l'ordre font face à une multiplication des guet-apens, des actes de rébellion, des jets de projectiles et des tirs de mortier. En moins d'1 an, les violences dirigées contre les forces de sécurité ont augmenté de près de 15%. Alors, la haine des policiers, l'escalade. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce que vous partagez l'idée que jamais les forces de l'ordre, et les pompiers aussi d'ailleurs, hein, et plus généralement les institutions, n'ont été soumises à un tel niveau de haine en France? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ah, tout à fait, tout à fait. Après, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on est un des seuls pays au monde où ça peut aller aussi loin sans qu'il y ait de répliques, plus violentes. Je rappelle qu'aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Même dans les pays européens, vous passez la frontière. Aux États-Unis, il y a des émeutes urbaines régulières. Il y a des émeutes urbaines, mais je peux vous dire que la répression, si quelqu'un s'en prend à un policier, la question est très vite réglée quand même. Hein. Là, on a assisté à des tentatives de meurtre. Enfin, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre le feu à une voiture de policier il y a quelques années, quelques temps. C'est quand même très, très, très grave. Il n'y a qu'en France qu'on peut assister à un truc comme ça. Au Brésil, alors c'est le Brésil, hein. Mais au Brésil, il y a des... Parce qu'aux Philippines, c'est mieux aussi. Mais aux Philippines, c'est génial. Ça, les Philippines, ne m'en parlez pas parce que c'est le manuel de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est la notice, en fait. Problème de drogue. Vous savez, Dieu, quand il fabrique une machine, il fournit la notice qu'il y a avec. Et la notice de la drogue, c'est Duterte. Voilà. Il n'y avait pas à chercher plus loin. Vous la dépliez. Elle existe qu'en philippin pour le moment, mais ils vont la traduire en français tôt ou tard. J'en nourris l'espoir. En fait, on est dans un système, comme tout est de gauche chez nous, il paraît impensable que quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre meure. Je veux dire, on a un niveau d'impunité en France qui fait qu'ils se croient tout permis. Il y a de tout. Les gens font des choses incroyables. Et ils ne sont jamais jugés. Attention, si vous rendez vos impôts, vous payez vos impôts avec du retard, là, par contre, le couperet va tomber très, très fort. Donc, comment se fait-il que fiscalement, on a cette violence à l'égard des actifs? Et comment se fait-il qu'on est incapable d'aller punir des gens qui ont tenté de tuer des policiers? Je crois que c'est des gens qui ont affaire à une violence quotidienne. On ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est de la haine partout. Et puis surtout, c'est des gens, ils rentrent à la maison après le boulot, ils s'en fait cracher dessus à la gare du Nord. Ils arrivent chez eux, ils allument la télé, ils voient un film d'EuropaCorp anti-flic financé par leurs impôts. Ils ouvrent les journaux, c'est anti-flic, anti-flic, anti-flic tout le temps. On a une culture de la haine du flic en France qui est insupportable. Voilà. Et ceux qui les critiquent le plus sont d'ailleurs ceux qui les appellent le plus souvent quand ça commence à déraper. Moi, j'aime bien la police, je les appelle jamais, je me fais justice tout seul. Non, mais c'est vrai, la plupart du temps, je me fais justice tout seul. Quelqu'un, ben voilà, Yann Barthès, on va en parler. Non. Yann Barthès, s'il y a quelqu'un qui vient dans sa cage d'escalier, il va pas appeler ses copains qui viennent faire des chroniques avec des chasubles Célio sur les épaules, dans ces trucs. Il va appeler des mecs entraînés. Donc il va appeler la police. Le populisme en Europe, la stagnation, la défiance des populations envers les partis de gouvernement au profit de mouvements d'un type nouveau qu'on appelle populistes est sans nul doute le fait le plus marquant depuis au moins 2 décennies. Ce que la gauche ne soupçonne pas, qui me fait beaucoup rire, elle ne le soupçonne pas, mais ça lui explosera au visage tôt ou tard, c'est que s'il n'y a pas un populiste de droite qui arrive au pouvoir, il y aura un populiste qu'ils ont complètement sous-estimé,
c'est le populisme, en fait, de la nouvelle anthropologie française. Vous avez des gens qui viennent de pays où la peine de mort, c'est quelque chose... Enfin, vous demandez à n'importe quel Français subsaharien s'il est pour ou contre la peine de mort, il est pour. Les gens qui sont en train de migrer en France actuellement sont des grands populistes. Ce que la gauche ne comprend pas, c'est qu'un jour, elle aura un populisme qui ne sera pas un populisme fasciste, elle aura un populisme peut-être de charia, elle aura un populisme à la Mobutu, mais sa peine de mort et ses pendaisons d'homosexuels comme il y a en Iran, ils les auront de toute façon. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est qu'en fait, actuellement, on est les méchants, on est en train d'essayer d'éviter ça. C'est ça qui est fou, c'est que l'extrême gauche pense que elle prend le retour de la France pour un retour fasciste. Le véritable fascisme, je peux vous le dire, quand vous fréquentez des gens qui sont issus de l'immigration récente, je dis bien, d'accord? Moi, ma belle-mère, par exemple, elle est native du Congo-Brazzaville. Vous lui posez des questions à propos des homosexuels, vous lui posez des questions à propos de la peine de mort, je peux vous garantir qu'on n'est pas sur du Charlie Hebdo. Voilà. Donc, il faut que la gauche se prépare. L'intégration du discours populiste parce que le peuple est très populiste, je pense vraiment que le réel, vous parliez de réel tout à l'heure par rapport au populisme, est en train de toucher les gens qui s'étaient mis à l'abri du réel. Je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, Laurent Ruquier, qui est quelqu'un de... Il est plutôt immigrationniste, hein, il s'est quand même confronté à M. Laurent Oberton sur ces questions-là. Il a dit qu'il était en faveur, qu'il trouvait que c'était une bonne chose. Son manoir... Ça peut pas être de moi que c'est de Oberton en même temps. Exactement. Son manoir, il ne l'a pas mis dans le 9-3. Il l'a mis à Biarritz. Si vous voulez, il y a un moment où cette diversité tant promue par ces gens-là est en train de venir taper à la porte. Ils sont en bas de chez eux, ils commencent à côtoyer leurs enfants. Et ce n'est que pour cette raison-là, ce n'est que par pression démographique, ce n'est que parce que ça déborde qu'ils vont commencer à prendre des décisions. Je suis persuadé que ça n'a rien à voir avec le peuple, je suis persuadé que ça a rien à voir avec eux et qu'ils commencent à être touchés par ce pourquoi ils ont voté. Les profs, c'est pareil. 150 ans de parti communiste et maintenant ils se font braquer par des banlieusards dans leur salle de classe. Donc en fait ils ont le colissimo civilisationnel qu'ils avaient commandé il y a 150 ans. Donc là c'est en train d'arriver. Merci. Vous avez remarqué que le travail qu'on fait, mine de rien, commence à porter. La parole, elle s'est quand même libérée. Les verrous ont sauté. Et on a de plus en plus de droits de cité à plusieurs niveaux. Tout à fait. Donc, je ne crache pas sur le travail qu'on a fait. Justement, je réaffirme qu'il était qu'il a porté ses fruits. Bon. On arrive au moment où là, il faut vraiment être un demeuré pour avoir besoin d'influenceurs pour comprendre que quand il y a des têtes de profs d'histoire qui roulent sur le bitume, il y a un petit souci. Il y a toute une génération de Japonais qui se sont suicidés dans le combat contre les Américains. Et la génération qui est venue après, c'est Cheveux Roses Pikachu. Si les gauchos veulent faire pourrir la civilisation, on va la faire péter avant qu'elle pourrisse. Voilà. Au lieu de pourrir les 80 prochaines années à regarder Aubervilliers déborder sur Paris, je préférais que directement on pimpe ma Yaris, on se rentre dedans, on fasse des machines, qu'on monte des mitrailleuses de 50. Il faut mettre le votant écolo Startup Nation, il faut le mettre avec son livreur Uber Eats d'Aubervilliers, d'accord? On ceinture, on refait la France autour, on attend qu'ils s'exterminent entre eux et qu'il y ait il y aura des no man's land partout en France et puis on refait la France à la campagne. Mais moi je n'en peux plus, l'axe Startup Nation, charia, j'en peux plus en fait. Voilà. Il faut différencier ce qui est vulgaire et ce qui est grossier. Moi, je pense que mon livre est grossier. Je ne pense pas qu'il soit vulgaire. Parce qu'en fait, la vulgarité, elle se sépare de toute forme d'élégance. Or, je pense que ce livre a quand même des élégances. Il est grossier, mais il a des élégances. Donc, il ne tombe pas dans la vulgarité pour moi. Mais bon, ça, c'est une petite nuance. J'ai cette chance de naître à une époque où certainement j'aurai une espérance de vie assez longue. Et en même temps, si je peux enrichir cette vie-là de choses à l'ancienne pour avoir l'intensité qu'on pouvait avoir quand on naissait en 1900, quand on vivait en 1700, mais avec quand même la garantie qu'on peut se faire soigner avec une anesthésie générale, vous voyez, alors là, encore mieux. Vous voyez
ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a les deux. Il y a le confort de l'époque moderne avec, j'essaie de mettre dedans un peu le souffle épique qu'il y a pu avoir dans d'autres vies, dans d'autres époques. Moi, ma société française idéale, elle n'est pas composée que de chevaliers qui partent à la croisade. Ma société française idéale, il y a une place pour les homosexuels, il y a une place pour les musulmans, il y a une place pour les juifs, mais il y a une place aussi pour l'habitant séculaire et millénaire de l'Europe qui est le blanc couillu. Et qui a fait l'histoire de l'Europe. Et celui-là, on est en train de doucement l'éclipser. Et moi, j'aimerais bien qu'on lui fasse la place qui lui revient, qui est la place légitime de celui qui est un Français, alors on n'a plus le droit de dire de souche, un Français de plusieurs générations installé. Il faut que lui, il ne soit pas interdit de vivre et de continuer à vivre dans son propre pays comme lui, il le veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez, dans les prisons américaines, les gangs, c'est les Noirs d'un côté, les Latinos de l'autre avec le Nord et le Sud, et puis les Blancs qui deviennent des néo-nazis. Même s'ils n'adhèrent pas à l'idéologie nazie, ils sont dans un milieu qui est tellement violent qu'en fait, ils se tatouent des croix gammées de la tête aux pieds, même s'ils n'y adhèrent pas, juste pour être inclus dans un groupe. Et je pense que le Blanc isolé dans sa banlieue, qui en a trop pris dans la gueule, il a tendance à plus faire de détails et il se met à être une caricature. Il va prendre le modèle blanc le plus violent qu'il va trouver. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans l'histoire des Blancs le plus violent? Soit ça va être le commerce de l'esclavage, soit ça va être l'esclavage, soit ça va être le négrier, mais c'est dur de se déguiser en négrier, soit ça va être le Troisième Reich, qui est plus près et qui, graphiquement, va être plus séduisant. Vous savez, j'ai plus de respect pour le mec en face de moi, la racaille, qui va aller faire des choses, même si elles sont débiles, violentes, au moins il se bouge. L'autre, il accepte. Il prend la télé qu'on lui donne, il bouffe ce qu'on lui donne, il ne fait pas marcher le terroir, il ne connaît rien à son histoire, il s'en fout. Et celui-là, je le méprise. C'est clair. La République nous a fait croire que le Moyen-Âge, c'est des tyrans qui règnent sur des esclaves courbés. Non, ça, c'est ce qui se passe actuellement. Le Moyen-Âge, à partir du Capet, c'est une France florissante qui devient le pays le plus puissant du monde jusqu'à la guerre de 100 ans. Avec des rois qui enrichissent le royaume en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on ne le sait pas. Et donc, du coup, notre vision de la démocratie, elle est biaisée parce que si à l'école, on apprend que le seul moment où les Français ont commencé à être heureux, c'est quand on les envoyait faire 14-18 et quand on a décapité leur roi, il y a un problème. Moi, je leur dis non. Quand on les envoyait faire 14-18 et quand on a décapité leur roi, c'est le moment où ils ont commencé à être foutus. Avant ça, c'était un royaume florissant qui nous a laissé Notre-Dame. Bon, on voit ce que c'est devenu avec la démocratie et la République aujourd'hui, qui nous a laissé Chambord, qui nous a laissé Delacroix, qui nous a laissé des choses merveilleuses, vous voyez ce que je veux dire? Et quand je soupèse les deux, écoutez, on va prendre une photo en l'an 1002, et on prend une photo de la France aujourd'hui. Je préfère 1002.